Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast, je suis votre host Rinaldo. Et pour mon prochain épisode, je l'ai dédié pour vous, les créateurs. Donc, l'économie des créateurs, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Et c'est la raison pourquoi je vous présente Guillaume Terrien comme prochain invité de chez Triptych Capital. Ils ont fait manchette dernièrement parce qu'ils ont un fonds de 40 millions de dollars qui va être investi dans toutes les startups et petites entreprises qui sont dédiées dans la technologie qui va bénéficier les créateurs. Donc, je vous invite à prendre note à toute l'information qui va être donnée dans cet épisode-là. Et donc, pour tous ceux qui nous écoutent, mais qui ne nous ont pas encore suivis sur aucune plateforme, allez vous abonner sur YouTube. C'est nous aider. De cette façon, on peut continuer à vous donner plus de contenu. Allez nous follow sur Instagram, sur TikTok. Et vous savez, on est sur Spotify. Audio, ça fonctionne très bien durant le trafic. Donc, passons à notre prochain épisode. Let's go, baby! Guillaume Terrien, bienvenue au Yellow Seat Podcast. On est confortable dans ton Yellow Seat. Yes, on a transformé un fauteuil jaune en brand. Here we go. Je comprends pas c'est quoi qui se passe, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que il y a eu des personnes qui sont venues ici, puis ils ont vu le set, je suis comme « Hey, je connais ça, les fauteuils jaunes! » Puis je suis comme « Ah ouais! » Puis ils ne savaient même pas que j'étais animateur dessus. J'ai déjà vu. D'une certaine façon, je me sentais comme « Oh, une petite victoire! Parce que tu reconnais le brand. Puis je pense qu'en bout de ligne, c'est ça qui est important. C'est du IKEA, ça, je pense. Ouais. Tu connais tes meubles, hein? Exact, je connais mes marques. Tu connais tes marques, exactement. On essaie d'aller chercher un fournisseur québécois prochain, si vous entendez ce message. Donc, je t'ai amené ici, Guillaume, parce que j'ai vu la nouvelle. Ta firme d'investissement Triptych. Vous avez réussi à monter une enveloppe de 40 millions pour les créateurs, la technologie également dans tout ça. Puis c'est ça qui m'a vraiment déjà attiré l'attention derrière ça. Je suis comme, oh wow, finalement. Parce que le jour que je l'ai su, c'est le jour également que moi aussi, j'ai passé cette phase-là d'aller chercher du financement. Ça, tu cherchais de l'argent, c'est pour ça que tu m'as invité. Un peu pour ça, t'as compris la game. T'as compris la game. Fait puis je me suis dit comme, OK, il y a ça, puis après, il y en a d'autres. Fait que tu vois, les portes commencent à s'ouvrir de où est-ce que comment tu peux bâtir des business. Puis tu tombes dans les fils des nouvelles, je suis comme, oh, ça, c'est fort. Parce qu'on est dans un domaine des créateurs. Fait que sinon, comment tout ça a commencé? Tu me dis que ça allait commencer, ça a pris 18 mois monter ça, mais c'est quoi qui a été le point déclencheur que tu voulais te lancer dans le développement d'investissement, en fond? Ben, en fait, il y a deux affaires. Personnellement, moi, je suis un tripeux de musique au départ. Moi, j'étais un maniaque de musique. J'ai fait mon bac en finance au HEC, mais je voulais pas parler tout le temps d'argent puis de juste de chiffres toute ma vie. Moi, c'est la musique qui me faisait triper. Puis j'ai commencé à travailler dans un label de musique. Puis après, j'ai fait live entertainment, plein d'autres affaires. Mais j'étais pas capable de choisir entre le côté business puis le côté créatif. Fait que ça a tout le temps mené, je te dirais, mon parcours. Puis pourquoi ça? On dirait que ça m'a amené là naturellement, mais c'est surtout pour combler un besoin puis un manque qu'il y avait dans la chaîne, je dirais, de financement puis de valeur du monde des créateurs. C'est que en ce moment, l'argent, elle est très public, parapublic. C'est des contributions, des subventions, des crédits d'impôt. Il faut que tu choisisses si tu es un OBNL ou si tu es un organisme à but lucratif. Les structures sont vraiment figées dans un temps qui n'est plus nécessairement celui d'aujourd'hui. Fait que on a dit, bon, ben parfait, voir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Puis, comme dans d'autres milieux maintenant, que ce soit le clean tech, la fintech, le cyber security, le deep tech, il y a du capital, ce qu'on appelle du capital intelligent, du capital de risque avec des gens qui ont mis des sous puis qui vont investir dans les business, qui vont être partners avec les fondateurs pour faire grandir ces entreprises-là. Mais que ça n'existait pas dans l'entertainment tech ou dans les industries créatives. Fait qu'on a dit, bon, ben, let's do it, ça. Donc, on a vraiment travaillé fort à écrire la thèse d'investissement, bâtir le modèle d'affaires. Puis après, ben, bâtir l'équipe. Je ne suis pas tout seul. Moi, j'ai un background, mais j'ai deux partenaires extraordinaires. Un qui a un background plus venture cap, vraiment en investissement, puis c'est un avocat de formation. L'autre, c'est un ingénieur MBA qui l'a fait, qui a bâti une business, puis il l'a vendu à Apple. Puis toi, tu es comme le financier. Moi, je suis plus finance, business, plus biz dev, marketing, go-to-market, plus dans les opérations d'entreprise. Puis, on a fait ça pendant 18 mois à raiser de l'argent. On s'est fait
donner des claques, mon vieux, puis des noms, puis des refus. Je t'en parlais un peu plus tôt, mais on a pitché à quoi? Plus de 300? Soit des investisseurs privés, des bureaux de famille, du corpo, des institutionnels. On a plus d'une quarantaine d'investisseurs. On est super contents, ils sont stratégiques, mais on a une bonne moyenne au bâton. On a un peu plus de 10%, mais on m'a dit la semaine, là, comme une semaine que tu as 14-15 refus, aïe, est tough. Mais on a persévéré, puis on est content, on en arrive là. Puis je pense qu'enfin, il y a un joueur qui va venir aider les entrepreneurs créatifs qui développent de la tech pour le monde des industries créatives. Puis on répond présent. C'est ça qu'on veut faire. Ce que je vois aussi, un lien par rapport à ce que vous avez fait, c'est un modèle que je pense qu'on commence à le voir ici au Québec, ce genre de modèle d'investissement, mais il est très avancé aux États-Unis. Absolument. Y a-t-il eu beaucoup d'influence par rapport à ce qui se passe aux States pour essayer de monter votre modèle ici, mais à la québécoise? Parce qu'on dirait que au Québec, ici, ça prend du temps avant que... Bien, écoute, tu as raison. Puis nous, c'est sûr qu'on s'est inspiré beaucoup de ce qui se fait ailleurs. Aux États-Unis, mais en Europe, en Asie aussi. Le monde du capital de risque est beaucoup plus avancé aux États-Unis. Il y a quelque chose de plus... premièrement, il y a des générations d'entrepreneurs qui ont vendu leur business puis qui redonnent. Silicon Valley, c'est la force. Exact. Il y a un patrimoine qui a été bâti, puis ils le redonnent, puis ils investissent. Puis il y a une culture du risque. Ça, c'est une autre affaire beaucoup plus grande qu'ici. Fait que, on a dit, let's go. Il faut risquer, puis il faut innover. Le risque puis l'innovation, il faut que ça vienne de pair. Fait qu'on s'est beaucoup inspiré de ce qui se fait, oui, aux États-Unis, mais un peu partout. Puis, je te dirais, même il y a 18 mois, là, les industries créatives, pour les investisseurs, là, c'est pas sexy. Ouais, oui, c'est le fun. Puis ils pensent que c'est plus risqué. Ils investissent dans le bio, dans le health tech, puis eux, ils connaissent pas nécessairement ça, mais ils se disent il y a peut-être plus de retombées. Mais pourtant, c'est plus risqué. Il y a plein de régulations, plus que les industries créatives. Mais ça a été au début beaucoup de démocratisation du milieu, puis de dire que c'est un marché qui est super performant, puis qui grandit beaucoup. Je te dirais qu'on s'est fait un peu aider dans les 10 derniers mois. Là, c'est quoi les NFT? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hey, le métavers, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, les investisseurs, ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Fait qu'on est aussi une avenue pour qu'ils gagnent l'apprentissage. Puis, fait que ça nous a, je te dirais, un petit peu aidé. Est-ce que les investisseurs veulent plus se tourner vers des tendances ou vraiment quelque chose qui a déjà prouvé ses effectifs? Parce que oui, ils vont investir peut-être en biotech. Ça, c'est quelque chose exactement qu'on a besoin, en médical, en fintech, par exemple. Ici, admettons, à Montréal, il y a eu beaucoup d'investissements vers le AI. Avec tout vraiment ce monde-là. Puis il y a une compagnie, c'est Element AI, par exemple. Les autres, ils ont fait racheter, si je comprends bien. Fait qu'on ne l'a plus. Fait qu'on voit ce type de tendance-là, mais tu sais, quand un investisseur du AI, on sait déjà que c'est la prochaine étape. Fait que quand ils voient ici, admettons, la créativité, puis seulement ça commence à cliquer comme « Oh, on peut vendre des singes, des caricatures de singes à des 100 000 en crypto, en NFT, puis dans tout ça. » Là, c'est tout ça qu'il faut vraiment qu'ils comprennent pour accrocher, ou il y a d'autres grands facteurs que « OK, oui, on voit que dans les médias sociaux, mettons, l'économie des créateurs, c'est quelque chose que moi, je parle beaucoup dernièrement. J'ai commencé à aborder beaucoup le sujet. Mais l'économie des créateurs, c'est une source de nouveaux revenus qui vraiment est estimée dans les milliards. Puis, il y en a, YouTube, il y a du monde qui sont riches YouTube. Non, puis je pense qu'il y a quelque chose de aussi... Il faut penser aux retombées économiques, ça c'est sûr. Je pense que pour les investisseurs, ils vont chercher des business qui se scalent, qui sont profitables, qui vont amener un rendement. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, ils veulent quelque chose qui va aider les entrepreneurs d'ici. Fait qu'il y a un côté il y a un côté très nationaliste, mais dans le sens de fierté. Puis moi, quand on parle aussi d'économie de créateurs puis des industries créatives, il y a quelque chose d'identité aussi. Si on devient plus fort, on va devenir plus indépendant économiquement, plus autonome, on va être aussi, on va avoir une identité, on va faire rayonner nos créateurs beaucoup mieux. Puis moi, je donne souvent comme exemple, je dis, ça reste de la tech, là, mais Netflix, ils ont commencé, ils livraient des DVD. Disons-nous ça. Après, ils ont livré du vieux contenu qui était archivé. Après, ils ont créé leur propre contenu. Là, ils l'ont créé après ça dans multilangue. Mais tu sais, ils contrôlaient une communauté, puis ils contrôlaient le tuyau là, avant de contrôler le contenu. Fait que nous, c'est ce qu'on se dit. On se dit, ça va être important aussi d'investir dans la tech parce qu'à un moment donné,
les joueurs tech ont un certain contrôle et des responsabilités, puis ils amènent une meilleure indépendance, puis un certain pouvoir sur le contenu aussi. Fait qu'on s'est dit, tu sais, il faut le prendre par là, tentons, puis 40 millions, ça a l'air gros, là, mais c'est un petit fonds. On est très humble puis réaliste avec ce qu'on va pouvoir faire. C'est un premier fonds, on espère en faire plus, mais pour nous, il y a un côté aussi très... un peu comme tu disais, très local, très fier, puis d'aider les créateurs d'ici. Fait que... moi, je pense que, on dirait que tout le monde à Montréal le sait, même à l'extérieur. J'écoute beaucoup de podcasts, puis vraiment une variété. Quand tu écoutes vraiment dans les lignes des personnes, quand ils font référence à Montréal, il y a tout le temps quelque chose de positif, à part juste niaiser, admettons, la langue française, les Américains. Mais sinon, il y a beaucoup de positifs par rapport comme c'est une ville qui est festive en ce moment. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de culture, de diversité. Puis quelque chose qui revient également, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis même à l'interne, on reconnaît qu'on a beaucoup de potentiel ici. Fait que, tu sais, on est dans une ville où est-ce qu'il manquait... il en manque. Tu penses-tu que le gouvernement a fait assez pour vraiment vers... Oui, chanceux. Le gouvernement fait sérieusement, je pense qu'on a à toutes les échelles, là, fédérale, provinciale, puis municipale. Tu sais, je pense qu'après, il y a plusieurs visions. Là, il y a tout le monde, il y a bien des gens qui ont leur propre vision sur on dit les crédits d'impôt, ces choses-là. Mais tu sais, on a des gouvernements qui sont au support et qui sont là. Si on regarde par rapport aux États-Unis, je pense qu'on on peut être très fiers, puis ils sont là. Le soutien gouvernemental est là. Moi, je pense qu'on gagne, par contre, à être peut-être un peu plus ambitieux. Je pense que... avoir plus de risques. Oui, puis l'ambition. Quand on part une compagnie, pensons au monde. Puis ayons pas peur de dire que on veut ça. Puis qu'on veut s'attaquer à des marchés, puis qu'on peut être les meilleurs. On dirait que c'est difficile pour les Québécois. On est très humble, puis on veut être fin, puis on est le camaraderie, puis nous, c'est pas de la compétition, c'est de la compétition. Puis, which is good, mais en même temps, il nous faut un peu d'eagerness, puis dire let's go, on y va, puis on fonce, puis on devient justement un leader dans le monde. Puis ça, je pense que, en tout cas, si on peut être un partner pour des fondateurs qui ont cette ambition-là, parce que c'est pas facile, là. Une fois que tu as l'ambition, c'est beau, mais exécuter ça, c'est des heures de travail, c'est beaucoup de soucis, puis c'est compliqué, mais ça peut être super payant. Puis payant pour la communauté. Regarde, on regarde un Cirque du Soleil, là, il y a tellement de compagnies qui sont nées de Cirque du Soleil, Le Studio, Outbox, Moment Factory. C'est tout sorti parce que c'est un gros joueur. C'est une machine. Softimage, là, ça a été, vendu à Microsoft, mais ça reste que Daniel Langlois, il a formé ce qui est maintenant l'industrie du VFX à Montréal. Puis, ça a amené du monde à faire Discrete Logic, Toon Boom, puis des gars comme Marc Petit, maintenant, c'est le GM d'Unreal. Ça a tout venu de cette filière-là. Fait avoir des gros joueurs importants, leaders, ça percole, puis ça l'amène d'autres richesses, puis d'autres petites entreprises. Puis ça, je pense qu'on est dû, puis on est capable de le faire. Fait que toi, tu as une vision où est-ce que, on s'en va vraiment à l'échelon mondial. Il faut. Il n'y a pas genre garder ça local, puis c'est tout. OK, c'est bon, j'aime ça. Ouais. J'aime ça. J'ai appris aussi ça en entrepreneuriat, genre... Surtout avec le studio ici, il y a du monde qui m'ont dit au début on est un studio podcast. Mais il y a quelqu'un qui est venu nous conseiller et il dit non, vous êtes un plateau de tournage. Je suis comme, vois la grande image, va voir la grosse image. Tu veux aller là, il faut que tu parles comme vraiment vous êtes gros. Fait que j'ai commencé à adapter vraiment ce genre de langage-là aussi quand je présente. Tu sais, qu'on ait des plateaux de tournage, c'est comme je l'ai introduit aussi. Ouais. Mais tu sais, regarde, moi, là, en capital de risque, j'investis pas dans un produit, j'investis pas dans une tech, j'investis dans du monde. Dans les personnes. Absolument. Surtout, tu sais, nous, on est en phase d'amorçage. Les compagnies ont des revenus, ces choses-là, ou peut-être pas, mais puis tu sais, ils ont une vision. Mais moi, c'est l'entrepreneur. Ouais, je pense. C'est là qu'on met notre argent puis qu'on va mettre notre temps. C'est avec eux, puis c'est leur vision, leur ambition, c'est dans eux qu'on investit. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de très, très humain, mais il faut absolument être capable de bien formuler, vulgariser ce qu'on veut faire. Si toi, tu veux faire
tu fais un des plus gros plateaux de tournage pour, je sais pas, le métavers. Je dis n'importe quoi. Mais tu sais, il faut que tu l'incarnes. C'est pas loin. Here we go. Mais tu sais, il faut que tu l'incarnes puis que tu mettes tu places les bonnes pièces. Tu as un bon plan, puis tu as une bonne stratégie, puis que tu t'exécutes. Puis après, le plan va changer. Là. Anyway, de toute façon, on le sait. Là. Les plans changent, tu pivotes, mais l'entrepreneur reste. Oui, exactement. Comment tu te sens quand les entreprises québécoises vendent à l'extérieur? Admettons, le exit, c'est soit aux States, il y en a que c'est chez les Chinois. Comment tu te sens par rapport à ça? T'sais, vraiment, je vois que tu as la fierté québécoise, mais aussi tu vois vraiment la mondialisation derrière soi. Écoute. Puis ça, j'ai entendu aussi du monde qui sont en désaccord qu'ils veulent garder l'entreprise québécoise ici le plus possible, comme avec le Cirque du Soleil, par exemple. Ouais. Que, OK, si on va le vendre, peux-tu le garder au moins ici? C'est sûr que si c'est un cercle vertueux, que c'est des grandes entreprises du Québec ou du Canada qui achètent des plus petits au Québec ou au Canada, c'est encore mieux. Bon. Mais il ne faut pas non plus... il y a quelque chose, comme je disais, qui est assez extraordinaire. T'sais, mon partner, moi, c'est un bon exemple. Il a bâti une compagnie d'un VR headset, AR VR headset. C'est du hardware compliqué. Il a monté ça pendant des dizaines d'années. Puis, bon, il a continué avec Apple. Donc, il a vendu à Apple. Il y a bien du monde qui dit « Ah, ça n'a pas d'allure, l'IP s'en va là-bas, puis blablabla. » OK. Mais après, il y a un studio d'Apple, d'innovation, R&D, qui a été ouvert et mené par lui à Montréal. Not bad. Fait que si c'était pas de ça, il serait peut-être ailleurs, ce studio-là, mais il est venu ici, on a engagé du monde, il y a du talent, puis il y a des retombées concrètes. Fait que faut pas que voir la transaction, faut voir c'est quoi aussi les retombées sur le talent, sur la chaîne d'approvisionnement. Fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus large que juste la vente. Puis c'est un jeu, c'est la game, là. Behavior Interactive, là. Rémi Racine et son équipe, ils viennent d'acheter un studio aux États-Unis. Good! Ça joue les deux bords. Non, mais c'est intéressant quand c'est ici qu'on achète à l'extérieur. Oui, je comprends, mais ça joue les deux bords. Ça joue les deux bords, puis c'est la game, nature of the beast. C'est sûr qu'on va vouloir les garder. Nous, nos entreprises en portefeuille peuvent rester ici puis en acheter d'autres ailleurs. Hey, man, why not? Hallelujah! Mais il ne faut pas être dogmatique, je pense, sur cette question-là. Il faut voir plus à long terme qu'est-ce que ça donne. Je parlais de Softimage, c'est un bon exemple, ou du cirque. Oui, les intérêts sont ailleurs, mais maintenant, il y a tellement eu de monde qui ont été formés, qui ont développé une expertise, qui ont développé leur propre business, que il ne faut pas juste voir la transaction. Non, je comprends. Puis, derrière ça, OK, fait que vous investissez dans l'humain. Ça c'est quoi à peu près le type de profil que vous recherchez, le type d'entreprise que vous recherchez, admettons, vers ce fonds-là? Bien, nous, on va investir dans des techs pour le monde des industries créatives. Donc, nous, une des choses qui va nous intéresser, c'est tous les outils. Tous les outils technologiques qui permettent aux créateurs d'être plus efficaces. Ça peut être des outils de collaboration, des outils de détection d'erreurs. Il y a bien du AI là-dedans aussi. On va dire un Lender, c'est un bon exemple dans le monde de la musique. Fait que ça, c'est une filière qu'on trouve bien intéressante. Un autre vecteur, ça va être celui de tout ce qui est plateformes, les protocoles puis les marchés virtuels, les marketplaces. Fait que toutes les nouvelles plateformes de AR, VR, ça va vraiment nous intéresser. Tous les nouveaux protocoles de distribution en blockchain, on va dire, les smart contracts, les NFT, ça va beaucoup nous intéresser aussi. Tous les marchés virtuels, justement, qui permettent aux créateurs de monétiser leur contenu, ça va énormément nous intéresser. Puis le dernier, c'est toutes les technologies qui connectent le créateur avec son audience. Fait que, il y a bien de l'analytique là-dedans aussi. Il y a même de l'haptique, parce que maintenant, des location-based, tu peux mettre quelque chose, tu peux ressentir pendant que tu même quand dans ton siège, on a des D-Box de ce genre. Une compagnie justement de la Rive-Sud. Fait que ça, c'est les techs qui vont nous intéresser. Faut qu'ils soient jeunes aussi. Nous, on les prend jeunes. Fait que des fois, le produit n'est pas nécessairement... C'est pas nécessairement les années. Ça va être plus... un MVP? Ou un prototype, ou même bêta. On peut y aller aussi early que ça.
Puis notre job, nous autres, ça va t'amener vers un product market fit. OK. Nous, c'est l'argent puis le temps qu'on va mettre, ça va t'amener vers un product market fit, t'amener à probablement tes premiers revenus récurrents. Fait que on va prendre aussi les compagnies qui vont être pré-commerciales, où ils vont avoir des contrats, des mandats ou peut-être des premiers clients. Mais ils n'ont pas leur business model là, qui est sustainable encore. Puis, évidemment, il faut que ce soit un bon marché. Il va falloir que le marché soit potentiellement facilement scalable, pénétrable, qu'il ne soit pas trop saturé, qu'il y ait quelque chose à jouer, qu'il y ait vraiment un problème à solutionner. Fait que ça, c'est les genres de... je te dirais, c'est un peu ce qu'on cherche. Puis évidemment, dans les entrepreneurs, des gens qui ont un bon bagage. Ça ne veut pas dire que tu as déjà été entrepreneur, mais il faut que tu aies un bon bagage académique ou un bagage de vie. Curieux, fonceur, qui a de l'écoute, parce que il faut que tu t'entoures tellement bien en affaires. Fait que il faut que tu écoutes les conseils, tu travailles sur toi-même, puis faut que tu plan the work and work the plan. Ça. Puis dans admettons, il y a eu un 50% que, si je ne me trompe pas, ça vient d'Investissement Québec. Oui. C'est quoi leur implication à eux aussi dans ça? Est-ce qu'ils ont droit de décisionnel ou c'est vraiment comme je fais confiance puis vous êtes partant pour ça? Ben, tu sais, il faudrait leur poser la question sur leur due deal, mais tu sais, je ne répondrai pas pour eux, mais je pense que, tu sais, pour nous, ce qui est important d'avoir Investissement Québec à table, c'est qu'un, ils ont une expertise en capital de risque. Nous, c'est notre premier fonds, hein, donc ils vont nous aider aussi à structurer la gouvernance, ces choses-là. C'est super important. Fait qu'eux vont vraiment beaucoup nous aider là-dedans. Deuxième chose, c'est que on est early stage, mais Investissement Québec font aussi du prêt direct auprès d'entreprises. Fait qu'ils sont capables de prendre les entreprises peut-être qui sortent de notre portfolio pour plus tard, quand ils ont besoin de capital de croissance, ces choses-là. Fait que c'est important d'avoir des gens à table tôt, mais qui sont capables de prendre la balle plus tard. Je pense pour eux aussi, ce qui est important, c'est qu'ils veulent apprendre du marché. Ils veulent apprendre justement des industries créatives. Ils y croient. Premièrement, ça, c'est une chose qui, pour moi, c'est un super signal. Ils y croient. Et ils veulent apprendre des échecs, des apprentissages, puis des succès. Fait que c'est pour ça que c'est important de nous d'avoir, en tout cas, Investissement Québec. C'est intéressant. Je trouve que déjà, tu mentionnes, si les autres ils ont déjà une croyance, un intérêt derrière. Oui. Ça va juste aider, admettons, ce domaine-là à s'épanouir parce que je pense que, tu sais, vraiment, c'est juste pour mettre de l'argent puis comme je sais qu'on va faire du cash, ça, c'est une chose. C'est l'objectif, surtout quand tu es un investisseur. Mais, entre autres, si je sais déjà que peut-être, hey, on a le potentiel ici. On a vraiment genre un bassin de talents qui peuvent amener ça puis être guidés par du monde comme vous à avoir cette mentalité-là que, tu sais, on peut aller à la prochaine étape. Ah, puis ils ont une vision de développement économique aussi. Eux, ils se disent, oui, il y a de la rentabilité. Là, ils veulent se faire rembourser et avoir avoir de la rentabilité et des profits et ces choses-là. C'est sûr que ce côté-là, mais il y a le côté très développement économique aussi. Une formation de talent, justement compléter la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de valeur. Donc, je pense qu'ils ont le désir de créer une richesse collective, puis de créer une nouvelle filière. Un peu comme tu parlais du AI, ça a pris du temps. Là. Ça a pris des incubateurs, ça a pris de l'argent dans l'académique, ça a pris des formations vraiment dédiées. Il a fallu que tu amènes des chercheurs d'un peu partout, des fonds de capital de risque qui sont dédiés à ça. Puis, ça prend du temps. Tu ne deviens pas un des top 10 en intelligence artificielle juste en le criant sur le haut des toits. Il y a de l'effort, il y a du travail, puis ça prend bien des joueurs qui soient concertés, puis ils l'ont fait. Puis nous, on commence ça. On commence ça. Donc, je pense qu'il y a Zoo, qui est un incubateur super spécialisé, qui a été initié par Guy Laliberté. Nous, on vient travailler avec eux en capital de risque. Il y a évidemment plein d'associations, XN Québec, la Guilde des jeux vidéo, le BCTQ. Il y a beaucoup d'associations sectorielles. On va travailler avec eux autres, la DISC, ces choses. Donc, le milieu est déjà bien organisé, puis nous, on vient juste compléter, puis on veut solidifier tout ça. Là. Ça a été annoncé qu'à peu près une vingtaine d'entreprises vont être sélectionnées pour ce fonds-là. Où est-ce que vous en êtes dans cette étape-là de développement des affaires? Est-ce que... J'imagine que tu commences à en recevoir en ce moment. Des tonnes. On en reçoit beaucoup, puis tu sais, je dis pas ça de façon
au-dessus de mes affaires, on a reçu des super beaux dossiers. Puis on l'a travaillé depuis comme 18 mois. Puis pendant 18 mois, on n'a pas juste fait essayer d'aller récolter l'argent. On a rencontré les entreprises. On a parlé avec d'autres VC qui, eux, ben, ils recevaient du deal flow dans les industries créatives. Ils nous leur flippaient parce qu'eux, ils ne savent pas trop comment faire avec. Fait que, on a vu que, OK, il y a de l'appétit, il y a de beaucoup, beaucoup d'opportunités. Fait que je te dirais, ça va super bien. Là. Je te donne un exemple. Notre CRM, là, on a à peu près 1200 entreprises. C'est très, très bon. Notre première année va être, c'est 4 à 5 entreprises par année. La première année va être quasiment faite. Fait que, on ne s'inquiète pas. Par contre, on rencontre une dizaine d'entreprises par semaine. Donc, je ne veux pas dire à personne de venir plus cogner à notre porte. Notre première année est faite. Au contraire, c'est long aussi faire une ronde de financement. Fait qu'il faut préparer ça. Puis, nous, on investit dans l'humain. Hein? Fait que, c'est pas la première rencontre que on va vous donner de l'argent. Il faut apprendre à se connaître, voir votre plan d'affaires, c'est qui ton équipe, voir comment tu travailles, aller chercher un peu de références, voir tes clients. Donc, il faut apprendre à se connaître. Donc, ça prend du temps. Si vous regardez les états financiers, je sais que tu l'as mentionné que c'est sûr. C'est sûr, absolument. Certains ratios que vous observez en particulier. Ben, Peut-être juste le budget prévisionnel permet d'avoir une bonne compréhension. Mais je dirais le budget prévisionnel, mais aussi la vision aussi qui va être attachée à ça. En fait, c'est drôle parce que au stade d'amorçage, les budgets te donnent une vision, justement. Parce que, c'est des forecasts. Ouais. Fait que ça nous donne une vision de savoir, OK, parfait, ben c'est qui les premiers clients, ce qu'on appelle les early adopters, c'est qui cible? C'est quoi le potentiel du marché? Selon les revenus par rapport au marché, c'est quoi la pénétration qu'ils pensent aller chercher? Les coûts, c'est quoi ton coût d'acquisition? Fait que on est capable d'aller voir des métriques, les comparer avec l'industrie, puis ces choses-là, puis ça nous donne une bonne vision. C'est sûr que les états financiers passés puis présents sont importants parce que, évidemment, y a-tu du passif, y a-tu des dettes, ces choses-là? Il faut voir l'état des finances, puis voir comment les choses sont gérées. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses, c'est très relationnel. On va regarder justement les employés, ça fait combien de temps ils sont là, les cofondateurs, comment ils se connaissent. Ça fait la première fois qu'ils travaillent ensemble. Si oui, ben comment ils se sont rencontrés. Fait que ça, pour nous, ça va être vraiment, vraiment important. Ouais, ben je peux refléter beaucoup de ces choses-là parce que même les derniers 6 mois, moi, j'étais dans cette période-là d'aller chercher du financement, des subventions, des trucs comme ça. Fait c'est frais dans ma tête, vraiment le processus, puis exactement ça. Il te demandait de ça? Oui. Voilà. Ben justement, il y a eu des conversations. J'ai passé beaucoup d'heures avec mon conseiller, puis c'était vraiment même une conversation qui était basée sur les relations entre les personnes. De vous connaissez, comment ça a commencé, c'est quoi le rôle de chacun. Fait que je trouve que ça aussi, je vois que vraiment il y a cet intérêt-là pour essayer de comprendre vraiment la diversité de l'équipe. Ouais. Puis je pense que notre équipe aussi qu'on a ici, on est assez multidisciplinaire. Moi, je suis un gars de marketing, développement des affaires, mais là, j'ai quelqu'un, lui, Good Vision. Lui, c'est un photographe, mais qui... Lui, il a un nom. C'est quoi son nom? Good Vision. Shout out à Good Vision. Fait que tu vois, c'est un gars créatif, mais aussi en ce moment, il a comme développé 1 million de talents à cause de ce développement-là. On a une autre personne qui est créative, mais on a une autre personne aussi qui est plus rationnelle, cartésien. C'est complémentaire, c'est ça, c'est fait clair. Que on a créé cet écosystème entre nous, des personnalités. Puis, non, je comprends très bien, le 6 mois, ça peut être long. Tu sais, toi, tu as pris 18 mois. Ouais, 6 mois, je suis fatigué. 18 mois. Je peux imaginer. Sais-tu quoi, en plus, moi, je suis nouveau là, quand même dans le capital de risque, puis on m'a dit que c'est rapide quand même. En tout cas, ben, c'est la norme, là, c'est 18 à 24 mois. Moi, j'ai trouvé ça, je suis pas patient. Là. Fait que ça m'a vraiment aidé à travailler ma patience. Fait que, 18 mois, j'ai trouvé ça long. Je trouve ça long, mais it's rewarding. Là, maintenant, j'ai une couple de nouvelles cicatrices. Puis j'apprends de ça. Puis c'est quoi? C'est regarder en avant. Puis ça, c'est l'autre affaire. Quand c'est un roller coaster, là, une business. Puis c'est souvent dans les passes basses que tu as besoin de tes partenaires. C'est fun de célébrer dans le haut. Shout out to Rosemont. Puis là, ils peuvent nous aider à célébrer. Mais des fois,
quand ça va mal, il faut que soit ton partner soit capable de dire « Hey, non, relève-toi, on y va, go. » Puis moi, en tout cas, c'est arrivé. J'ai beaucoup appris de mes deux partners, puis ça nous a vraiment solidifié pendant ces 10 mois. Plus vieux que toi? Hein? Sont-ils plus vieux que toi? As-tu un bagage? Oui, en fait, ils sont pas mal plus vieux. Non. Ils sont... oui, puis ils ont des backgrounds complètement différents. Charles, c'est un gars qui est dans la cinquantaine. Puis il a un background justement en venture cap, plus institutionnel. C'est un gars très analytique, ultra humain. Là, écoute, il se souviendrait du nom de ta fille, puis quand il te reverrait, ces choses-là, puis il essaie de comprendre les connexions. Il aime profondément l'humain. J'apprends beaucoup de lui. Bert, c'est un ingénieur MBA, des dreads. Il a bâti sa compagnie, il a fait 7 fois, il a failli, je dis 7, là, mais une couple de fois qu'il a failli pas faire les payes, puis il y a des burn-out, puis il a vendu à Apple. T'as une histoire de vie. Okay. Intéressant. Puis c'est un gars de bébelle. Mm-hmm. Lui, là, c'est le geek. Là, toutes les nouvelles bébelles, il les a. Là. Il vient de s'acheter une affaire là, qui... C'est un genre de 4 roues que quand tu vas dans l'eau, les roues, ils ouvrent, puis ça flotte. Puis, il s'achète plein de gogos, là, mais il essaye tout. Parce que lui, c'est le petit gars, sûrement, quand il était jeune, que le robot, il le démontait. Pour aller voir justement comment ça marchait. Fait que, puis lui, dans la quarantaine, puis on a tous des backgrounds différents, on est tous des gars de famille. Puis, je pense que c'est ça aussi, il faut que tu t'accroches aux valeurs là, quand tu t'en affaires ensemble. Ben, c'est ça qui prend du temps aussi à former une équipe, là, je trouve. Moi, c'est juste dernièrement, à cause de tout ce qu'on fait, que j'ai créé une équipe derrière, admettons, une vision que j'avais, puis là, d'autres personnes semblaient avoir la même vision, le même intérêt, en tout cas, des intérêts communs. Fait que là, on a décidé vraiment de continuer une direction comme le podcast. C'est drôle, comme je t'ai expliqué. On a commencé à un sous-sol, puis maintenant, on se retrouve dans un studio. Fait que c'est comme... Comment? C'était pas prévu, c'est juste comme... Mais tu voyais de ça? Comme tu l'avais-tu en tête quand tu as commencé en bas dans chez vous? Non, même pas. Ça a comme évolué avec le temps? Ouais, ben... C'est cool. Ben, tu sais, c'est comme... Je l'ai pris au sérieux, mais tu sais, je prends tout au sérieux. Et quand je me lance dans quelque chose, je suis dédié. Et 2 qualités que j'ai appris de la vie, c'est la constance et la discipline. Mm-hmm. Fait que quand j'ai commencé le podcast, puis quelque chose que, tu sais, il y a beaucoup de podcasts qui vont sortir. Puis assez vite, ils vont fermer aussi parce que, tu sais, c'est comme les personnes se rendent compte, ben, c'est trop de temps. L'argent aussi qui vient avec, l'investissement, un truc comme ça, je suis comme... Mais moi, j'ai commencé, puis j'ai trouvé vraiment un genre de purpose derrière. Puis c'est devenu plus routine. Fait que la routine fait en sorte que tu continues, tu veux tout le temps t'améliorer. C'est comme aller s'entraîner. C'est une routine à la fin, puis tu vas améliorer certaines choses. Tu veux dépasser tes stats. Ah, ben, si je fais, admettons, 5 km, là, ben, à ce temps-là, ben, peut-être je vais faire le 5 km, mais je vais le faire encore plus vite. Tu sais, des trucs comme ça. C'est comme ça que je vois les choses. Mais tu vois, c'est drôle parce que c'est pas à la mode, la discipline, la constance. En ce moment, on parle beaucoup de flexibilité, de résilience, mais tu sais, la rigueur, le travailler fort, c'est ça, tu sais, ça reste à la base de l'entrepreneuriat, à mon avis. Puis, l'autre chose que je trouve intéressante dans ce que tu dis, c'est que, tu sais, on a bien beau faire les meilleures stratégies possibles, passer du temps. Tu sais, il y a un slogan, moi, je trouve que c'est le meilleur, puis ça reste « Just do it ». Toi, tu étais dans ta cave, là, puis tu as fait « comme ça, là. On va le faire ». Tu n'avais pas cette vision-là d'être ici. Non. Mais tu as dit « Hey, je vais le faire, on verra ». Tu sais, il y a la sérépendité. Tu sais pas ça va t'amener où. Puis, ben, à un moment donné, en le faisant, tu apprends, puis là, le rêve grandit aussi. Puis voilà. Ben, moi, je pense qu'il y a quelque chose là, dans l'entrepreneuriat aussi, c'est qu'à un moment donné, tu as bien beau travailler sur des plans, là, fais-le. Fais-le, ça c'est tu verras. L'action va t'amener vers quelque part. Ben, c'est pour ça aussi, même les personnes que je leur demande, ou sinon qui se présentent comme étant des perfectionnistes, déjà là, je suis un peu turn-off parce que ça, je pense que c'est le plus gros ennemi à la créativité. Surtout même à l'entrepreneur. Si j'entends que tu es entrepreneur et tu es perfectionniste, quelque chose, quelque part, on dirait qu'il ne cloche pas avec moi. Parce que l'affaire, c'est que tu sais, en marketing, c'est beau, tu peux beau faire la meilleure, la plus belle campagne, puis tout, à tes yeux. Parce que c'est surtout ça va être très émotionnel. C'est « ça va vendre ». Tu le lances, tu te rends compte que tu as mis tellement d'énergie à comment toi tu le sentais que tu as oublié de pourquoi tu le fais, puis l'audience à qui tu essaies de cibler, ben, ils ne sont pas attirés. Fait que tout ce temps-là à perfectionner, admettons, la pub parfaite, ça ne sert à rien.
Mais écoute, ça, c'est drôle parce que tu as vraiment deux visions dans l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, on va prendre les deux gros, là, les grands entrepreneurs. Tu sais, t'as Steve Jobs, que lui, c'est un perfectionniste. Là. Puis tout tout était secret. Puis tout, là, puis on travaille là, jusqu'à temps que ça soit parfait. Puis on le sort, puis boum! Tu sais, les produits sont extraordinaires, game changer, ces choses-là. Tu peux te planter en 6 bols, là, tu sais, mais il faut que tu aies une conviction, puis il faut que tout le monde travaille dans ce sens-là. Moi, c'est sûr, c'est pas mon genre. Parce que il y a beaucoup de risques par rapport à ça. Tu as l'autre côté, Eric Schmidt, Google, que lui, c'est un peu comme tu le dis, c'est que ben, je vais faire un produit bêta, je vais le mettre dans le main du public, puis il va s'itérer selon comment le public va le faire, puis après, ça devient une absorption. C'est Google, intouchable, là, tu ne pourras pas, un moteur de recherche, c'est eux, puis plein d'autres affaires. Tu as deux visions, ils ont chacun leur risque, mais c'est ça. Il y a des entrepreneurs qui sont plus... En fait, qui ont une approche plus client, puis il y en a un autre qui a une approche plus produit. Chacun a ses forces, ses faiblesses, puis ses risques. Mais oui, ça, c'est intéressant de le voir de cet angle-là, exactement. Puis moi, je pense que, tu sais, oui, peut-être je m'oriente vers l'approche client parce que aussi, tu sais, j'ai une mentalité où est-ce que je veux bâtir des relations. Puis je suis en train de me réinventer d'une certaine façon côté marketing. Puis quelque chose que j'ai écrit dans mon site, c'est exactement le marketing commence à la relation. Clair. Si tu fais pas du marketing pour bâtir des relations, oublie ça. Tu vas pas avoir peut-être un suivi. Tu vas avoir un produit one time, puis c'est tout. T'sais, moi, si tu achètes mon one time, ben, je veux que tu l'achètes encore une fois. Je veux la rétention derrière ça parce que si je peux faire, mettons, avoir des succès juste avec un petit pot comme ça, qui revient tout le temps, mais après ça, ben, tout le reste va venir, puis ça devient juste une adoption. Puis ça, c'est peut-être les médias sociaux qu'on voit derrière-moi. Mais tu sais, je trouve que c'est des façons de voir les choses. Puis là, tu as parlé quelque chose pour amener un autre sujet. Tu as parlé du zoo. Ouais. Je me suis commencé à m'informer sur ça, à faire un peu de m'éduquer. C'était quoi, zoo? Parce que j'ai eu je pense la semaine dernière, j'ai une conversation. Puis justement, ce sujet-là est sorti, zoo. Puis dans ma tête, je suis comme zoo animal. Puis quand je suis allé me renseigner, je suis comme non, zoo créativité, I guess. Je pensais ça un peu l'idée. Y a-t-il des connotations, tu sais, vraiment comme un zoo où est-ce que tu vas avoir toutes sortes d'animaux, mais tout dans un même endroit où est-ce que tu vas là pour divertir. OK, mais regarde, lui qu'est-ce qu'il peut faire? Check. Y a-t-il quelque chose comme ça? Ben, tu sais, écoute, moi, j'ai été directeur général de Zoo, je ne suis plus, puis c'est un partenaire, nous, du fonds, parce qu'évidemment, c'est la place où ils accompagnent, ils soutiennent justement les entrepreneurs créatifs. Fait que pour nous, c'est super important, puis moi, je l'ai eu à cœur. Puis Zoo, tu sais, à l'origine, le nom, juste pour te donner une idée, tu sais, c'est que si tu reviens à la base de Zoo, un zoo, c'était divertissant, mais c'était aussi éducatif. Ça prenait sur les animaux. Sur là. Fait que, on aimait ça, ce côté-là, divertissement et apprentissage. Il y a aussi qu'un zoo, c'est que on t'accepte si t'es un zèbre, puis on t'accepte si t'es une gazelle, puis on t'accepte comme tu es. Puis plus les créatifs, bizarre, plus on va les voir. Exact. Là, les weirdos, venez-vous-en. Mais c'était un peu ça. C'est les créatifs, peu importe comment vous êtes, vous êtes inclus. Fait que c'était pas mal ça qui était derrière le nom. Okay. Mais l'objectif vraiment principal de Zoo, c'est d'aider les créateurs, les entrepreneurs créatifs à se structurer, puis ça via justement des services, avec des mentors, des experts, des outils, des lieux. Donc, c'est vraiment une place extraordinaire. Puis, je recommanderais tous les entrepreneurs créatifs, les créateurs, justement, d'aller voir si c'est bon pour eux, parce que ça peut très bien aider le côté business puis le côté entrepreneurial. Ben, admettons, parce que chose, c'était aussi quand j'ai pris connaissance de la nouvelle, vraiment avec ton fonds, j'ai compris 2 volets, le créatif puis le technologique. Puis là, vous voulez juste mettre les 2 ensemble pour essayer d'identifier vraiment qui peut offrir ce combo-là ensemble en termes de business puis at large. Admettons, puis c'est là que je me vois, OK, ben, c'est là que j'ai eu un intérêt de voir discuter avec toi pour voir comprendre à peu près comment ça fonctionne. Parce que, admettons, nous, qu'est-ce qu'on a bâti ici, on est plus dans le côté créatif.
contenu. On n'a pas la technologie. Ouais. Est-ce que je sache, oui, on utilise la technologie pour faire ce qu'on fait, mais c'est pas le genre de technologie qui est peut-être recherché dans le type de startup que vous recherchez. Mais il y a le côté créatif. Fait que parlant du créateur, y a-t-il des opportunités derrière, mettons, pour ce que vous avez pour, admettons, juste les créateurs individuels, que ça soit, dans notre cas, ben regarde, on est genre un espace créatif, comment je le désigne, où est-ce que des personnes avec des voix vont pouvoir bâtir des communautés. C'est surtout ça qu'on veut faire, bâtir des communautés, puis donner un nouvel air à comment les médias sont gérés. J'ai des grandes convictions par rapport à les médias traditionnels qu'on voit en ce moment. Puis en ce moment, eux autres, ils savent déjà qu'ils sont sur une ligne fine où est-ce que je trouve que c'est plus comme avant. Parce que là, il y a la technologie, il y a l'Internet, mais il y a les créateurs qui viennent. Les créateurs, il y a certains créateurs, juste, admettons, un podcast qui est super populaire peut avoir beaucoup plus d'influence que juste les nouvelles. Clair. Fait que, comment voyez-vous cet aspect-là de juste le créateur tel quel par rapport à, admettons, votre fond? Ben, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de gêne. Les créateurs, pour moi, sont tous entrepreneurs. Moi, j'ai toujours pensé que les créateurs, c'est tous des entrepreneurs. Ils mettent leur guts, leur vision sur la table en livrant leur contenu. Nous, c'est sûr qu'on s'attaque à la tech. Vraiment la tech. Donc, tu sais, on ne va pas investir dans des studios. Que ce soit jeux vidéo, studio de contenu, studio de télé, des boîtes de prod, des studios de design, d'architecture, choses. Nous, c'est pas notre game. C'est pas ça qu'ils aiment. Parce que ça reste des entreprises de services. Ouais. Puis nous, ben, il y a des structures. Le scaling est plus difficile, mais il y a des structures déjà de financement qui s'adressent à eux. Nous, c'est vraiment la tech. Donc, après, si tu me dis, tu sais, écoute, moi, j'aimerais ça présenter à Triptyque une plateforme numérique, digitale, où les créateurs provenant de différentes origines pourraient diffuser justement leur contenu, monétiser leur contenu. Ben, c'est ça. Pour moi, c'est de la tech. Ça se scale. C'est un peu un genre de, à la YouTube, User Generated Platform. Est-ce que technologiquement, techniquement, c'est ultra poussé? Pas nécessairement, mais il y a du IP techno là, en arrière de ça. Fait que je dirais, on ne va jamais être loin du contenu parce que ça reste la matière première. Oui, c'est exactement. Ça reste la matière première. Sauf que nous, c'est le backbone, l'infrastructure. Il faut qu'il y ait quelque chose de sustainable en arrière de ça, puis quelque chose qui scale. Fait que des plateformes, c'est la même chose. Les plateformes, là, le métavers va arriver, bon, puis ben, il existe déjà là, sous différentes formes, mais tu sais, il va y avoir besoin de plateformes où que les créateurs vont pouvoir s'outiller, ou qu'ils vont pouvoir créer du contenu, le diffuser, le distribuer. Bien, tu sais, ça va nous intéresser. Ça, c'est clair. Mais on est assez rigoureux sur le fait que tu sais, ça sera pas. On n'est pas un fonds qui investit directement dans le contenu et directement dans des dans la matière première. Bien, je te dirais, tu sais, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aider le créateur à être plus donner performant. Donner les outils aux créateurs. Exact. Donner les outils, les plateformes, les moyens de monétiser leur contenu. Tu sais, nous, ça va être vraiment, vraiment ça. Parce qu'on pense qu'on l'a. On l'a le talent, puis les créateurs créent du contenu extraordinaire. Est-ce qu'on le monétise assez? Tu sais, les derniers rapports que je lisais, tu sais, c'est 3-5% des créateurs en ce moment qui monétisent. C'est rien, là. Il y a plus de 300 millions en Amérique du Nord qui disaient de créateurs. À un moment donné, il y a énormément de potentiel. Puis pourquoi ils ne monétisent pas tous? Bien, peut-être qu'on n'a pas justement les bons modèles d'affaires, peut-être qu'on n'a pas les technologies qui leur permettent d'être assez efficaces, de les rejoindre leur audience, ces choses-là. Puis je pense que c'est ça qu'on veut faire. On veut mieux équiper les créateurs. Regarde, je prends l'exemple du AgTech, tout ce qui est technologie d'agriculture. Ben, je pense que les technologies en agriculture ont aidé énormément le fermier ou les agriculteurs maraîchers ou peu importe, bovins, à être plus efficaces, moins polluants. La AgTech ne crée pas des fermes, des fermiers. Ouais. Ils aident ces artisans-là. Nous, c'est ce qu'on veut faire pour le monde créatif. Non, c'est une bonne analogie. Je comprends, puis c'est excellent. Parce que définitivement, tu sais, admettons, c'est une des raisons, je pense, que pourquoi on s'est rendu ici, nous autres aussi, qu'est-ce qu'on a découvert par rapport à ce que tu viens de dire,
C'est que j'ai découvert, puis tu sais, je suis assez hustler. J'ai toujours été hustler dans ma vie, puis je pense que c'est pour ça que l'entrepreneuriat m'a bien fait de mon profil, parce qu'en emploi, il y en a qui donnaient la possibilité d'être hustler, mais non, ça venait là. C'est quoi un hustler pour toi? C'est quoi la définition d'un hustler? Un hustler, c'est... je vais positionner d'une autre façon. Un hustler, dans le fond, c'est comment tu vas transformer ton citron. OK. Ben, puis ça, j'ai eu la discussion avec Marc. T'es un gars qui fait de la limonade, toi? Regarde, je vais te donner un exemple de hustle où est-ce que j'ai été comme, oh mon Dieu, il y a du monde brillant, puis aussi, genre, simple que ça. Puis peut-être que j'allais plus sur ma définition, mais admettons, il y a eu l'événement ici à Montréal les premiers vendredis. Puis il y avait un bordel de monde, puis tu as soif à un moment donné, puis je remarque qu'il y avait un gars avec le panier à limonade. Puis j'étais allé chercher une limonade, après je suis allé retourner au stand où est-ce que c'était vide, puis il se fait juste presser la limonade. Puis je suis comme, ils vendent la limonade à peu près comme à 6$. Je fais le calcul, tu mets quoi, 1 citron, 2 citrons, ben de la glace, de l'eau, puis tu viens de vendre 5$. Je suis comme, ça c'est un hustler. Parce que t'es allé, t'as pas genre amené le food truck avec genre le plus de fromage possible, puis le plus gras, le churros de ci, de ça. T'as amené quelque chose de très traditionnel. Tu as répondu à un besoin, la soif, quelque chose, un plaisir, la limonade. Tu sais, comme il y a un sentiment, genre émotionnel derrière la famille. Tu vends de la limonade, c'est comme, tu passes à 3-4 ans, tu vas sur le bord de la rue, tu fais ça. Exactement. Puis c'est à cause de ça que je t'ai venu à cette idée-là, quelque chose qui t'est passé dans la rue. Puis je suis comme, yo, ça c'est brillant. Je suis comme, yo, le marge de profit doit être ridicule. Parce que surtout, si tu veux de l'alcool, c'est de vendre ça à 12$, puis quoi, une once, c'est comme, OK, tabacardé. Je fais juste le calcul. Et ça, c'est du hustler. C'est pour ça que je fais la référence au citron, parce qu'un hustler, dans le fond, c'est quelqu'un qui peut prendre rien et développer une opportunité et créer genre sa propre richesse. Une autre genre citation que j'utilise beaucoup, c'est que les déchets d'un homme, c'est les trésors d'une autre personne. Fait une fois qu'eux, ils jettent genre les pelures de citron, bien, il y a quelqu'un d'autre qui va ramasser ça, qui va transformer ça. Je connais une entreprise qui va prendre ces déchets-là et les transformer vraiment en d'autres matières. C'est un hustler. Fait que le hustler, en moi, c'est que c'est quelqu'un qui... Je pense que depuis que j'ai 18 ans, j'ai jamais manqué aucun paiement, aucun rien, même si j'avais pas de job, même si j'avais pas de revenus. J'ai jamais manqué de paiement dans quoi que ce soit. Puis ce que j'ai réalisé, c'est parce que j'ai toujours trouvé une façon de pouvoir, générer des revenus, de subvenir à mes besoins. Puis c'est le hustle. Puis soit si je savais pas comment, j'ai développé le talent. Je dis beaucoup que du monde, c'est vraiment une de mes lignes, c'est je suis diplômé du HEC, mais j'ai gradué sur YouTube. Je sais pas si tu as entendu parler de l'histoire du gars qui est allé qui est une histoire vraie. Là, donc, Kenya, je pense que c'est un Kenyan qui est allé aux Olympiques lancer du javelot, puis il a appris à lancer du javelot sur YouTube. C'est quand même extraordinaire. Puis pour moi, c'est drôle que tu parles de hustler, parce que nous, nos deux mots qu'on adore puis qu'on aime chez les entrepreneurs, c'est hustler puis hacker mentality. Puis hustler, pour moi, c'est quelqu'un sans gêne qui ne demande pas toujours la permission. C'est ça un hustler. Ouais. C'est quelqu'un qui fonce, qui dépasse, qui pousse, qui croit à ces choses-là. Puis ça, c'est super important pour un entrepreneur. Des fois, faut pas autant il faut que tu écoutes des gens puis des mentors, choses, mais il ne faut pas que tu te laisses trop abattre par les gens trop conservateurs qui te disent non, that's the right way. Non, il y a tout le temps une autre voie. Puis peut-être que c'est une voie de gravelle, là, mais elle l'amène peut-être plus loin ou vers une autre destination. Fait que, le chemin de gravel, il faut le pogner des fois. Puis le hacker mentality, pour nous, ce qui est important du hacker mentality, c'est quelqu'un qui va vouloir voir un problème d'une autre façon. Puis d'essayer de rentrer peut-être par la petite craque. Il en reste une craque. Là, on va entrer voir. Parce que l'innovation, là, c'est très rare qu'on dit « Hey, je vais changer un milieu sans absolument... » je préfère une omelette, mais sans casser deux. Non. Je ne suis pas en train de dire que je veux chercher du monde qui sont illégales puis qui pas ça du tout. C'est qu'à un moment donné, faut que tu bouscules un peu. Ben, il faut que tu changes la façon. Si tu fais tout le temps la même chose, tu vas tout le temps en même les résultats. Il n'y a pas d'innovation. Non. Fait que, nous, ça, c'est ce qu'on veut. Là. Nous, ça va être des gens comme ça qu'on veut. Ben, moi, mon analogie derrière ça, c'est si la porte de devant n'ouvre pas, essaie la porte de derrière. Puis si elle n'ouvre pas non plus, ben, il y a une fenêtre quelque part, tu peux rentrer. Exactement.
Fait que je pense qu'il y a toujours une façon d'aller chercher ses fins, puis c'est drôle, tu sais, parce que tu te dis sans gêne, mais le dernier épisode, je t'invite à découvrir Madame Gin, parce que ce que j'ai découvert, c'est une hustler, elle est curieuse, autodidacte, tu sais, vraiment, c'est... Madame Gin, qu'est-ce qu'elle fait, Madame Gin? Ben, Madame Gin, telle qu'elle... Elle fait du gin ou... Non? Elle fait de la mixologie des dégustations, puis elle va tout dire sur le gin. Elle s'est auto-appris par elle-même. Elle nous racontait justement qu'en secondaire 2, elle a comme foxé l'année au complet, mais elle était à la bibliothèque en train de lire, pas lire des trucs. Puis elle a sorti là, elle a coulé son année, mais elle est sortie avec genre une abondance de knowledge. Good for her. Puis je trouvais ça comme ça, c'est nice. Une belle histoire à entendre, vraiment du monde comme ça, puis j'aime ça. Il y a un hustler derrière ça. Fait que je pense, elle, comme femme, elle s'est toujours auto-créée. Jusqu'à date, aujourd'hui, elle est devenue Madame Gin, où est-ce que c'est la personne, si tu veux connaître sur le gin, tu tournes vers elle, puis elle va tout te dire. Puis, tu vois, elle est partenaire avec Rosemont, puis il y en a un qui s'appelle Madame Gin. There we go. Puis c'est un des meilleurs gins en plus, parce qu'il a gagné un prix international. Ah ouais, good. Fait que je trouve ça intéressant. On pourrait l'essayer si tu veux après. You know what? Tout est possible, il faut savoir. C'est justement, as-tu pris le chemin normal? Non. Non, il faut... Elle a fait son chemin, puis let's go. Puis, tu sais, c'est des fois, c'est des phrases creuses de dire ça, tu sais, mais c'est ça. Il faut que tu t'essayes, puis elle l'a fait. Elle a juste fait « just do it, man, je vais le faire ». Puis elle n'a pas dit « moi, je vais être Madame Gin ». Elle est devenue Madame Gin. Ben c'est ça. Moi, j'ai posé la question comme « est-ce que tu prends Emmanuel ou Madame Gin? » Puis c'est comme « non, Madame Gin ». Elle a dit c'est comme son nom de rapper. Parce que rapper, tellement que tu deviens ton nom de rapper, ben il n'y a plus personne qui t'appelle genre par ton... ton vrai nom. Tu t'appelles pas Chante, tu t'appelles Puff. Tu sais, lui, il a changé de nom souvent, non? Lui, il a évolué. Okay. Il est revenu à Puff, là? Ben, je l'ai entendu dernièrement. Je sais qu'il a dit Yo Puff, mais sinon, c'est Diddy. Love? Oh my God. Here we go. Mais c'est comme Snoop Dogg aussi, il a aussi changé Snoop Lion à un moment donné. Ben, tu sais, Snoop. Ben, tu sais, c'est ça que je trouve passionné. Puis je trouve ça intéressant, le facteur hacker. Hacker, c'est comme juste faire bouger les choses. Non, crack the code. Crack it. Tu sais, genre, let's go, là. C'est ça qu'il faut. T'en connais-tu du monde qui sont les deux? Hustler et hacker à la fois? Il y en a beaucoup. Non, il y en a beaucoup. Mais, tu sais, c'est ça, c'est juste une vie. Pas c'est une vie dangereuse, là, mais tu sais, c'est une. C'est pas facile pour le cœur. C'est pas facile pour le. Je pense que les entrepreneurs qui ont cette mentalité-là, c'est que c'est mon année, comme en bon québécois, là, la cloche peut brûler là, parce que tu es à contre-courant. Tout le temps. Tout le temps. Fait que le monde dit tout le temps, pourquoi tu fais ça? Puis tu es proche. Ouais, non, c'est pas ça, l'avenue. Fait que je pense que tu as énormément d'autodétermination à faire pendant tout ce temps-là. T'sais. J'en vois plein de créateurs, des fois même un peu plus geek, même introverti. Là. Hacker puis hustler, ça veut pas dire que tu es extraverti puis tu es un vendeur puis de salade. Il y en a qui sont introvertis, mais c'est un peu le scientifique, le mad scientist, un peu fou, il parle de ses technos puis tu es comme, de quoi tu me parles, man? Je comprends pas. Puis, à un moment donné, ben, j'en connais, là, puis je salue, on va dire, un Harold là, de chez OVA. Mais tu sais, Harold, là, le métavers, là, ça fait comme 5 ans qu'il en parle. Là. Il est là. Non, puis là, au début, là, tout le monde le regardait, hein, sure, good luck, buddy. Puis, tu sais, pour moi, Harold, c'est un pionnier. Puis, je le salue. Puis, mais, il rentre pas dans les rangs. C'est pas ça. Les weirdos. J'aime ça du monde weirdo comme ça. Ils sont intéressants. Mais justement, moi aussi, j'ai un client, moi, puis quelqu'un de respect, borderline mentor aussi, Simon Poirier. Le gars, c'est un entrepreneur, il est bien accompli. Puis il est allé à bâtir son propre réseau Internet. Je suis comme, c'est qui est propriétaire de son propre réseau Internet? Il y en a d'autres que, oui, on utilise tout. Genre, imagine le nombre de fois qu'il s'est fait dire non. Puis t'es malade, t'es fou. Ouais. Puis c'est du quoi, il l'a sûrement pris comme genre une qualité, thank you, man. Fait que lui, il est allé là, puis il a bâti des tours. Puis des tours qui relaient des signaux Internet. Puis je suis comme, tu sais, encore là, c'est super. Ça serait un genre, un hustler hacker quand je pense vraiment à cette définition. Tu as parlé de métavers, puis c'est intéressant parce que je t'inviterai même le 20 juillet, on fait un podcast. On va parler de métavers, de Web 3.0. C'est quoi les opportunités? C'est quoi vraiment démystifier les fausses croyances derrière ça? C'est quoi les opportunités? C'est quoi le marketing derrière ça?
Fait que, tu sais, moi, je suis beaucoup en train de me pomper c'est quoi ces opportunités. Je te raconte quelque chose que j'ai réalisé par rapport à l'économie. En ce moment, on est-tu en inflation? On est-tu en récession? Non. Mais Non? il y a plein de gens qui peuvent dire qu'on va le devenir ou on va l'être, mais en ce moment, non, pas. On n'est pas. Théoriquement, on n'est pas en récession. Ben, tu sais, quand 2008 est arrivé, j'étais début de ma vingtaine. J'ai vite compris, puis aussi à cause de l'école, tu sais, comment les cycles économiques fonctionnaient. Puis j'ai compris que suite à genre des récessions, des baisses économiques comme ça, il y a toujours des opportunités qui one man's trash, another man's treasure. Mm-hmm. Toujours des opportunités qui sortent derrière ça. Puis comme les gros exemples que j'utilise quand je parle de ça, c'est comme Uber, Airbnb. Sure. Le monde n'avait plus rien, mais comme, OK, ben, j'ai ma maison, je ne vais pas la perdre, ben, comment je peux payer mon loyer? Ah, ben, j'ai loué ma chambre. Ah, ma voiture, comment je peux la monétiser quand elle ne roule pas? Ah, ben, regarde, on va faire ci, faire ça. Il y a des opportunités derrière ça. Gig economy qui est comme sorti. Admettons maintenant, genre, quand j'ai compris ce concept-là, je suis comme, OK, ben, la prochaine récession, prochaine baisse économique, il faut que je sois prêt. Fait que j'ai comme 10 ans, selon les cycles, les 8 à 10 ans, puis on est en retard en ce moment. Il faut que je sois prêt à l'attaquer. Je veux faire partie de cette prochaine vague-là. Aujourd'hui, je suis dans cette vague-là. Là, je commence à rentrer, tu sais. Puis le creators economy, même si dans le temps, la personne voulait être plus indépendante, là, je pense qu'on va encore plus indépendant avec le métaverse. Où est-ce que, tu sais, admettons, les personnes pourraient interagir avec le blockchain puis juste se partager entre eux pour que ça aide directement aux créateurs. Il n'y aura plus vraiment cette friction-là au milieu là, de... Admettons, vous avez un Facebook qui a des richesses à cause de tout le contenu qui est géré, là. Les autres, ils font rien. Fait que, en quoi je m'en venais? Comment tu vois vraiment le métaverse se développer ici à Montréal? Ben, c'est super important qu'on s'y attarde, puis qu'on travaille là-dessus. Tu sais, mon partner, puis on l'endosse évidemment, mais on a parti un manifeste pour un métavers québécois. Puis là, on va chercher des signataires parce qu'on veut faire un peu, pas de pression, mais on veut expliquer justement aux différentes instances, aux bailleurs de fonds et aux donneurs d'ordre, que c'est important de bâtir le backbone ici parce qu'on ne peut pas être à remorque là, tout le temps. Mm-hmm. Fait que, ça, c'est le numéro 1, il faut s'y intéresser. Puis on a tous les outils, puis le talent. Tous les ressources sont là. Absolument. Okay. Absolument. Financière, peut-être un peu moins. Là, aux États-Unis, il y a des fonds. Makers Fund ont ouvert un fonds pour le métavers de 500 millions. Bitcraft, ils ont beaucoup, beaucoup plus de ressources financières, mais je pense qu'on est assez smart, là, les Gaulois, Québécois, pour faire quelque chose. Moi, le métavers, premièrement, là, c'est un concept qui est justement la prochaine génération de l'Internet en 3D. C'est un peu ça. Là, si on le simplifie. Donc, que ce soit du AR, du VR, peu importe la plateforme, là, ça peut même genre en 2D, ben pas en 2D, mais je veux dire sur des plateformes comme un téléphone, ces choses-là, c'est qu'on va mixer notre monde virtuel avec le monde réel. Mm-hmm. Puis ça existe déjà. Là, on s'entend, là, des Roblox, ma fille est sur Roblox, puis elle interagit avec d'autres mondes, il y a une économie, il y a des Roblox, puis elle peut s'acheter des gears justement pour son avatar, puis elle fait ses devoirs en ligne avec d'autres avatars, puis elle rencontre d'autres mondes, tu sais. It does exist, là. Ça existe déjà. Ouais. Là, après, c'est à savoir, est-ce que ça va centraliser, décentraliser, ça va être justement méta avec les Horizon, puis ça va tout être dans un métavers contrôlé, corporatif, ou ça va être quelque chose qui est plus ouvert. Il y a plusieurs philosophies par rapport à ça. Mais une chose, puis là, je ne veux pas prôner ma paroisse encore, mais tu sais, ce qui a fait que l'Internet, puis que l'économie des créateurs, c'est énormément démocratisé puis amplifié, c'est que les outils sont tellement plus faciles. Mm-hmm. Tu sais, avant, là, faire un podcast comme ça, c'est compliqué. Tu avais un studio, des fils partout, puis c'était tout analogue. Puis avant, tu avais un photographe. Tout le monde était photographe. Maintenant, là, tout le monde est photographe. Ouais. Tout le monde est vidéographe. Tout le monde fait des vidéos extraordinaires. Là. Tu regardes sur TikTok, YouTube, tout le monde est bon. Là. Puis, tu as des outils pour éditer, pour polir, pour mettre le son, pour éditer la musique, pour ajouter plein de trucs. Fait que, tu sais, il faut que tu démocratises les outils. Puis là, le métavers, le problème, pas le problème, mais ça va devenir une opportunité, c'est qu'il faut que tu équipes les créateurs pour qu'ils deviennent
plus à l'aise avec le contenu 3D. En ce moment, il faut que tu aies une technique là, extraordinaire pour soit utiliser Unity ou Unreal, qui sont les deux gros joueurs dans l'industrie, pour faire de la modélisation 3D. L'accès pour justement créer ton propre avatar, du motion cap ou de la capture volumétrique, ça coûte une fortune, puis il n'y a pas encore tous les outils disponibles. Fait il y a une démocratisation des outils qui est ultra importante pour que justement tout le monde devienne des créateurs de contenu dans le métavers. Sinon, ça va devenir des brands, puis des jeux vidéo, puis peut-être des gros studios. Mais si on veut qu'il y ait du UGC, là, des user-generated, puis que tout le monde participe, il faut que tu démocratises la création 3D. Ça, c'est sûr. C'est pour nous autres, ça prend la première étape que ici doit être faite au Québec. Là, après, il va y avoir des modèles d'affaires. Il va y avoir des nouveaux modèles d'affaires. Puis des nouvelles, puis il va y avoir de la régulation au bout. Là, on le voit là, en crypto puis les NFT. Paf, ça a planté parce que il y a eu une frenzy, mais à un moment donné, c'est quoi la vraie valeur de tout ça? Mais il y a un backbone technologique intéressant. Justement, le blockchain, je trouve ça le fun. Oui, il y a du ownership. Le monde pense que je own quelque chose. Mais moi, ce qui je trouve encore plus trippant dans tous les NFT puis le blockchain, c'est que c'est un accès à une communauté. Puis tu as un trust entre ceux qui participent justement à la chaîne de blocs. Puis ça, il y a quelque chose de trippant, là, parce que tu as une communauté, puis tu as des gens qui participent et qui sont engagés, puis ces choses-là. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant, mais le modèle d'affaires, il n'est pas encore nécessairement tout là. Fait que, pour en venir, puis l'autre chose aussi, c'est que, là, pour moi, ça fait sans aucun doute, les gens vont vouloir détenir puis donnent une valeur aux actifs digitaux. Puis là, je vais avoir des actifs digitaux, souliers, sacoches, whatever. Puis je vais les détenir. Puis je vais pouvoir les amener probablement d'un monde à un autre virtuel. Puis ça va me définir comme personne. Puis ça va faire partie de moi. J'ai un digital twin. Puis j'ai une vie en ligne. On en a déjà une, anyway. Mais ça va être encore plus présent. Puis ça, pour moi, c'est les choses sur lesquelles il faut vraiment s'attarder. Fait que je pense que les créateurs d'ici, là, puis les entrepreneurs, puis que le monde tech, puis le monde créatif se mettent ensemble, je pense qu'il y a vraiment des opportunités extraordinaires. Extraordinaires. Puis pour moi, c'est pas ça, là. C'est comme c'est là. C'est quoi ta vision, mettons, démocratique dans le métaverse? Est-ce que toi, tu irais plus dans une centralisation, décentralisation? Ça serait quoi aussi, genre, ta vision pour le métavers québécois? Ça ressemble à quoi, ça? C'est sûr que décentralisé, Québec moi, je trouve 3.0. ça bien plus. Je trouve que le décentralisé est bien mieux. Ouais. Je trouve que, là, on le voit, puis je pense que c'est des critiques légitimes là, sur Meta, puis sur ces gros joueurs-là. Il y a quelque chose d'un peu malsain, puis même toxique à la centralisation des données, la monétisation de tout ça. Fait que, je pense que la blockchain, puis les technologies qui s'en viennent, on sent les nouvelles régulations, même en Europe, puis ça s'en vient aux États-Unis, sur mes données, c'est à moi. Puis ça, je trouve ça sain, qu'on ramène vers ça. Fait que je pense que la vision, c'est si on est capable de créer des technologies à notre image, avec nos valeurs, justement, peut-être moins un capitalisme, mais avec une conscience sociale, bien, ça, je pense que ça serait à force de créer ça au Québec. On serait capable d'insuffler justement nos valeurs dans ce nouveau monde-là. Puis c'est un monde décentralisé où tout le monde peut jouer un rôle, puis que ce ne soit pas juste une grosse compagnie ou quelques grosses compagnies qui vont toutes chercher le profit. Bien, je trouve ça intéressant, puis que justement, ce ne soit pas 3% des créateurs qui donnent du contenu, qui le monétisent. Mais si on tombe à 70, 75, wow! Là, tu te dis, bon, ben, il y a quelque chose de plus équitable. Un métaverse qui sortirait du Québec, dans le fond, qui pourrait être plus large. Ben, il y a la beauté de l'Internet. Puis là, imagine le métaverse, il n'y en a pas de frontières. Il n'y en a pas qui peut aller là. Il n'y en a pas. J'aime bien ce coin-là de la planète, mais dans le web. Puis ça, c'est l'autre affaire. Là, après, c'est super philosophique, mais pourquoi qu'on recréerait quelque chose qui nous comme le monde, le vrai monde? Pourquoi? Au contraire, on peut peut-être imaginer de quoi de comme encore
plus hot, là, avec plus de possibilités. Puis, pourquoi on créerait un avatar qui est justement, là, on peut aller plus loin, là, qui a un genre, qui a une localité, on pourrait juste comme se créer un whatever, un digital twin qui est flyé, là, qui sort de ton imaginaire. That's it, man. T'sais, pourquoi qu'on ferait la même chose que le monde réel? On le connaît, le monde réel. Let's do something else. Une des beautés que je trouve de ce que ça va amener en termes de communauté globale, c'est que tu es comme en train de peu à peu enlever la barrière linguistique. En ce moment, je pense que on s'en va dans un autre pays, en Asie par exemple, on est déjà freiné comme « Oh, je comprends rien », à moins que vraiment tu t'es auto-éduqué la langue de le chinois ou n'importe quelle langue dans ce coin-là. Mais admettons, dans cet espace-là, ce monde-là, est comme plus là parce qu'il va sûrement avoir un genre de widget qui va pouvoir juste faire la traduction, tu vas parler, puis il va automatiquement juste échanger. Ça existe déjà. Hein? Ça existe déjà? Oh oui. OK. Puis instantané comme ça? Oh, des traducteurs intelligents, oui. Ça, c'est intéressant parce que je pense que même là, avec le 5G, là, on pourrait aller dans un monde encore plus rapide. Puis je pense que c'est ça aussi pourquoi on est prêt à aller à cette étape-là du virtuel à cause d'une connexion, un bandwidth qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus rapide. Puis en ce moment, je pense que dans cette discussion-là, il y a des discussions qu'on veut avoir par rapport à même le 5G. En ce moment, il y a eu beaucoup de conspirations comme « Ah non, ça va peut-être nous frire nos neurones. » Puis la COVID, non, c'est pas ça? C'est une nouvelle conspiration. 5G. On l'a amené, puis ça a juste comme... Pénurie de main-d'œuvre, 5G. Ah, shit. Non. Mais non, je pense que c'est les choses qui s'en viennent. Puis justement, vu que nous autres, on va faire avoir juste une discussion basée sur juste ce sujet-là. Puis on veut continuer à évoluer. Parce que je pense qu'il y a une communauté ici qui reste à bâtir. Puis ce que j'ai entendu, ce qu'on est en train de discuter, les personnes, les parties prenantes de ce projet-là, c'est que c'est de bâtir vraiment une communauté encore plus intégrée ici à Montréal de Metaverse. Parce qu'il pourrait possiblement avoir un leadership mondial, une reconnaissance. C'est clair. Parce que dernièrement, il y a eu NFT à New York. Oui, la semaine passée. Fait que, il y a eu de quoi. Puis j'ai eu du feedback où est-ce que c'était comme... Les attentes n'étaient pas genre là par rapport à ce que ça a été livré. Non, j'ai entendu d'autres commentaires très bons, moi. Ah ouais? Oui. OK, intéressant. Oui, il y a du monde qui ont bien aimé ça, mais ça dépend de ce que tu vas rechercher. Mais... Ce que tu recherches. Mais puis je pense aussi, peut-être ici, on serait prêt à avoir, durant l'été, le festival Metaverse. Whatever. Ça, c'est parmi tout est possible, hein, c'est sûr. Puis, tu sais, il faut juste pas tomber dans le buzz. Ouais. Là, il y a un buzzword, puis mais là, il y a des gros signaux. Là, les grandes compagnies investissent beaucoup. Il y a beaucoup de fonds d'investissement super crédibles, Goldman Sachs, qui ont investi, Anderson Horowitz, qui était un des plus gros dans le VC, Tiger. Là, les signaux sont là. Puis, les compagnies ont très confiance et investissent de plus en plus. Accenture a acheté des centaines de milliers de casques Oculus à leurs employés. Fait que ça avance. Puis, Oculus était l'application numéro 1 pendant cet hiver. Fait que, tu sais, c'est un cadeau de Noël énormément donné. Fait que, les signaux sont là. Il y a un appétit. Le monde sont intéressés. Après ça, c'est à voir comment ça va être quoi le rollout. Mais moi, je trouve ça excitant. Moi, je trouve que réinventer l'Internet, là, wow! Imagine, des années 90-2000, c'était fou. Là. Puis, il y a quelqu'un qui me montrait quelque chose, je trouvais ça assez intéressant. C'est Marc Petit, d'ailleurs, de chez Unreal, qui disait, quand il montrait des coupures de journaux dans le début des années 2000, puis il parlait du commerce électronique. Puis là, il montrait les prévisions. Puis tout le monde disait « Ouais, ça n'a pas d'allure, ça sera jamais ça. Ouais, que quelqu'un va s'acheter du linge en ligne. » Puis là, toutes ces patentes-là. Puis finalement, là, ils se sont trompés de 10 fois. C'est 10 fois plus gros que les forecasts irréalistes, selon les quelques bons penseurs. C'est 10 fois plus gros. Fait que, tu sais, moi, je pense que le métavers, c'est ça. On devrait avoir cette... Moi, je pense que ça va être immense. Fait que si on pense que c'est immense, dans le fond, il faut qu'on mette x10. Ben là, je ne veux pas justement pas tomber dans la même recette qu'eux ont faite. Moi, je ne suis pas là pour faire les forecasts, mais à un moment donné, il y a une adoption qui se fait. Puis moi, je pense que je suis déjà trop vieux. Je pense que je regarde les jeunes sur Fortnite, sur Decentraland, Sandbox, sur Roblox, qui sont, à mon avis, déjà des métavers. Ils sont là.
sont déjà en communauté, ils parlent ensemble. Puis, tout ce qui se passe avec les NFT, là, c'est malheureusement, pas malheureusement, mais c'est pas du monde des baby boomers. Là, fait que, il y a un appétit pour quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose même d'anarchiste. Oui. Avec les NFT, tu dis, l'intermédiaire, on veut le balancer, puis on va se régler ça entre nous autres. Fait nos règles. Fait que, ça, je trouve ça quasi, moi, encourageant. Je trouve qu'il y a justement Hacker, Hustler, il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant. Puis après, voir qu'est-ce qui va rester. Il va y avoir plein d'essais, d'expérimentation, d'erreurs. Puis il y a des affaires qui vont rester. Fait que, on finit bientôt. Peut-être 2 questions qui me resteraient que je serais curieux à découvrir de toi. La première, c'est quoi ta vision de ce qui va se passer dans cette décennie, jusqu'en 2030? Comment vois-tu, mettons, le plan technologique? Parce qu'apparemment, je vais peut-être foirer cette approche-là, mais c'est qu'à chaque année, la technologie est double en termes de capacité. Quelque chose comme ça, je me semble. Fait que si on prend pour acquis, admettons les téléphones, c'est juste ça, juste pour bien comprendre la mathématique. Je pense que ce téléphone-là, il fait genre... Tu sais combien de mégapixels, iPhone 13? Parce qu'il me semble que chaque lentille... Mais maintenant, tu as des technologies LIDAR là, sur les téléphones. Là, ça, ouais. Fait admettons, si à chaque année, il double, comment vois-tu les choses de ton bord, maintenant que tu es dans ce domaine-là, où est-ce que je veux propulser la technologie? 12? Okay. Écoute, technologiquement, c'est dur à dire. Je pense justement le métavers. Je pense qu'en fait, pour que le métavers s'amplifie, se concrétise comme on peut peut-être se l'imaginer, il y a beaucoup de jobs d'infrastructure. Il y a des traitements de données, la latence, tantôt tu parlais de 5G, les GPU, les CPU. Donc, il y a beaucoup de choses à arriver avant. Il y a beaucoup de backbone à faire. Je ne sais pas plate, là, mais une infrastructure à mettre en place pour que ça prenne vie. Je pense que dans notre décennie là, à venir, il y a beaucoup de choses là-dessus qui vont arriver. Beaucoup, beaucoup, de choses. Fait que, il y a une nouvelle infrastructure technologique, aussi importante qu'à mon avis, le cloud l'a été, qui vont se mettre en place pour que tout ça arrive. Après, moi, je pense qu'il va y avoir aussi un gros mouvement, je vais peut-être prendre du champ gauche, là, mais sur la technologie for good. Qu'à un moment donné, il faut que la technologie aussi respecte l'environnement. Il faut que la technologie soit accessible à tous. Parce que là, nous autres, on avance, on parle de métavers. Là. Il y a du monde qui n'ont pas Internet, ils n'ont pas d'électricité sur la planète. Tu sais, à un moment donné... On manquerait un standard. À un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Là. Comment ça, nous autres, on a un avatar, puis on s'amuse, virtual poker, pendant que l'autre n'a même pas d'électricité, même pas à boire accès à l'eau. Wow! À un moment donné... Fait que là, à mon avis, il y a aussi le tech for good. Il faut qu'il y ait une répartition non seulement de la richesse, mais des ressources technologiques, puis des ressources techniques, puis l'économie du savoir. Il faut qu'elle se répartisse mieux. Fait que, moi, ça, je crois, j'ai bon espoir en l'humanité que ça va arriver. Puis même que nous autres, on va regarder des compagnies qui font ça. Puis s'il y a des compagnies qui développent des technologies qui permettent justement d'être moins énergivores, d'aller dans des coins du monde qui sont mal desservis ou qui a une population puis une communauté qui soit moins bien desservie, c'est du good business. On va le faire. Fait que ça, je pense aussi qu'il va y avoir beaucoup de ça. Puis, dernière chose, je pense que l'individu, le créateur, va devenir un peu une business. Ça peut être mal vu, là, ce que je dis là, mais le creators je comprends très bien ce que tu c'est disais. que tout le monde va devenir, sans devenir un média, mais tu vas pouvoir monétiser puis participer à une économie digitale. Fait que avoir une job, à mon avis, ça ne va pas être nécessairement comme ça l'était dans le temps. Tu vas pouvoir contribuer à l'essor d'une entreprise, mais tu vas aussi avoir une façon de récolter des revenus par tes données personnelles à toi. Je pense que c'est pas chez Facebook. Là. Pourquoi Facebook puis d'autres gros joueurs Google, je monétise les données, je pourrais les monétiser moi-même. Puis si je les offre, puis si Metro, une compagnie me demande d'avoir accès à mes données, ben je vais les donner si je pense que ça vaut la peine, puis il va y avoir un prix à ça. Puis ça, je pense que ça va changer. Je pensais à ça, même depuis tantôt qu'on parle, je pensais à ça,
je vois la business de où est-ce qu'on va pouvoir monétiser nos données. Comme Oui, ça a une valeur. Ah oui? C'est comme d'aller donner du sang en réel. Ben, on le fait gratuit, là, mais tu sais. Oh shit. Non, mais Tu vas payer pour ça? Non, mais tu sais, tu donnes. Moi, c'est la même chose. Pour moi, les données, c'est comme le temps. OK. Tu sais, ton temps, là, tu le monétises. Puis ton temps, il vaut quelque chose. J'aime ça. Fait que, tu sais, les données, pour moi, c'est un peu ça. Pourquoi je te donnerais gratos? Puis, non. Il y a une valeur. Puis c'est pas question de genre, justement, tout le monde devient une économie d'hustler, puis moi, je vais monétiser. Non, c'est comme je vais les donner pour une cause. Fait que, tu sais, même chose, ton temps, toi, tu le donnes pour une cause, puis tu le donnes pour quelque chose que tu penses qui a un purpose. Bien, tes données, c'est la même chose. Boom. Oh, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Ben, regarde, Philippe, bientôt, puis ma dernière question. Ça, c'est un petit peu plus personnel à toi parce que je suis en train de te découvrir, puis je suis intrigué par la personne. We're BFF now, man. Ah, that's it. On va prendre un Rosemont. Je suis intrigué vraiment plus maintenant à la personne derrière toi. Puis je pense qu'on pourrait avoir même une longue discussion par rapport à ça. On va s'arranger. Mais où est-ce que tu es rendu maintenant? Où est-ce que tu veux t'en aller? Ça serait quoi un conseil que tu te donnerais, il y a 10 ans, avec tout ce que tu es en train d'accomplir? Puis que qui tu étais il y a 10 ans, puis quel conseil tu te donnerais-tu maintenant, il y a 10 ans? Je sais pas si on va. Oh, ouais. Ben, moi, dire oui. Moi, déjà, là, je suis comme. Tu dis oui à dire oui, là, à un moment donné. Puis être un. Tu sais, moi, quelqu'un m'avait déjà dit, tu sais, je pense que c'est mon père, mais il m'a dit, tu sais, d'être opportuniste. Puis, tu sais, le mot opportuniste, souvent, il est comme vu comme un défaut, mais à un moment donné, une opportunité, il faut, tu sais, si je vais prendre la. Mais peut-être les pieds sur la glace, les patins, puis à un moment donné, la POC, elle arrive, puis là, tu peux scorer, tu sais. Mais si t'es pas sur la glace, là, il ne viendra pas à POC. Là. Fait qu'à un moment donné, être opportuniste puis dire oui puis essayer. Ça, je pense que c'est une des choses. Être fonceur, dire oui. Puis pour moi, ça vient à la première valeur, qui est la curiosité. Il faut être curieux. Curieux, tu sais, de sujets, curieux des autres, curieux de la différence. Pour moi, la curiosité, là, c'est la base. Base. J'adore les gens curieux. Qui ne pensent pas comme moi, je m'en fous. Mais si tu es curieux, ben il y a quelque chose qui, tu sais, ça veut dire que quelqu'un il s'intéresse vraiment. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il veut se dépasser, qu'il veut pas être qu'il veut pas stagner puis dans I know what I know puis it is what it is. Boring, tu sais, non. Il faut curieux puis s'entourer de monde curieux. Parce que là en plus ça challenge. Ça te challenge complètement, puis tu te dis, ben, OK, pourquoi lui il pense de même? Ah ouais, c'est comme, il trippe sur le death metal, ou tu sais, whatever. Puis là, ben, maintenant, tu t'embarques dans ces affaires-là, puis tu te dis, ah ouais, cool, tu sais, il y a quelque chose à apprendre. Mm-hmm. Peut-être pas aimer ça, là. Mais je pense que la curiosité, pour moi, est enivrante, puis il y a quelque chose d'excitant, puis il y a quelque chose qui fait que tu te blasses pas, puis tu restes motivé. Nice, très bien dit. J'aime bien le fait que tu dis oui parce que la dernière conversation que j'ai eue. Je t'ai dit oui. Ben justement, tu vois, l'autre personne disait non, il faut apprendre à dire non. Mais dire ça, vous dire comment ton nom, tu sais, c'est vraiment, il y a des choses à démystifier. Mais non, je veux pas avoir l'air d'un gourou, là, tu sais, de genre, dis oui à la vie, c'est pas ça, là. Je dis juste qu'à un moment donné, tu donnes. Puis quand tu donnes, à un moment donné. Ça te revient. Habituellement. Gros pourcentage, j'ai remarqué que j'en donne, ça revient. Mm-hmm. Mais sinon, regarde, entre autres, je te remercie d'avoir dit oui au Yellow Sea Podcast. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de knowledge que tu as partagé ici, que dans notre audience, il y a du monde qui va pouvoir aller chercher un peu comme peut-être qu'il y a un des créateurs dans mon audience qui fait exactement ce que vous recherchez. Puis c'est là que je suis fier. Si ça arrive, c'est là que je suis fier que on a trouvé vraiment un channel, une direction où est-ce qu'on peut créer des choses, puis en ayant des personnes comme toi, nous, notre infrastructure, puis peut-être d'autres personnes qui vraiment se sont ouverts à découvrir les choses. Fait que j'apprécie encore ton oui. On y va vers l'avant. Guillaume Terrien, merci encore une fois. Il y a aussi podcast. Donc, pour les personnes qui veulent te rejoindre, peut-être contacter, par où on commence? Mon site web, triptyque.vc ou via LinkedIn. On a un channel Discord aussi. Fait que même, vous pouvez comme aller directement sur Discord, pitcher votre idée là. On a un channel Dealflow. Puis, okay. You know where, si vous êtes assez justement hacker, hustler, vous allez trouver une façon de sur LinkedIn. Exact.
Hey, mais merci encore une fois. Cool, merci à toi. Nice, thanks. Et à la prochaine, guys.